Et je pense que fondamentalement, s'affaisser volontairement est un acte de grandeur. Comme disait mon cher ami Mohamed, élève-toi et on te rabaisse, rabaisse-toi et on t'élève. Car rien ne vous oblige en fait à s'affaisser volontairement. Donc donnez de la place quand vous avez toute la force de l'accaparer montre votre maîtrise de soi. Alors chers amis, soyons humbles, c'est la meilleure manière d'exister parmi les tangibles et les intangibles. Salam Zia, bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Ici le boy Habib Sal, bienvenue pour un nouvel épisode du Cercle d'Influence Podcast, votre cercle qui s'inspire à inspirer avant d'expirer. Encore un autre épisode en solo et le thème d'aujourd'hui est tout le monde se croit expert la peu instance des pénitentiaires. Un vieux sage m'a dit un jour, si tu n'es pas certain de ce que tu dis, tais-toi, le silence est le début et la fin de la sagesse. Dans un monde où nous sommes bombardés par toutes sortes d'informations de gauche à droite, filtrer paraît plus difficile que jamais. Cette ère numérique est incroyablement puissante et enrichissante car elle donne aux hommes de raisonnement l'illusion d'être intelligent, d'être branché et unique et permet aux hommes de raison pour de vrai l'opportunité de trouver des réponses factuelles à leurs questions précises, mais aussi à leurs problèmes bien posés. En réalité, l'avantage du monde actuel fait aussi son défaut. Le charabia a atteint son paroxysme. Et j'aimerais tout simplement que vous ayez l'habitude de filtrer tout ce bordel insensé et les ribambelles de folie et de foutaise qui ne font que vous compliquer la vie. En réalité, il existe trois types de connaissances. Les connaissances matérialisées par la lettre I, qui signifie les connaissances en profondeur. Donc, les personnes spécialistes dans leur domaine qui sont allées en profondeur de leur sujet en maîtrisant les tenants et les aboutissants sont considérés comme des gens qui ont une connaissance en profondeur. Par exemple, les cardiologues, les neurologues, les médecins spécialistes, c'est des gens spécialistes qui peuvent se réclamer experts parce qu'ils sont allés en profondeur et au fin fond du gouffre dans leur sujet. La deuxième catégorie de connaissances, le deuxième type, c'est ce qu'on appelle les connaissances sous forme de T, la lettre T. Ça veut dire qu'en plus d'avoir une connaissance en profondeur, une spécialisation, on peut aussi avoir des connaissances latérales. Moi, personnellement, je suis ingénieur qualité, sécurité, environnement et j'ai une formation de chimiste. Cependant, je suis intéressé par la psychologie, par la logothérapie, par le développement personnel, par les sports et par pas mal d'autres sujets. Et je suis prêt à lire des livres, à m'inscrire sur des blogs, à participer dans des événements pour essayer de mieux comprendre. Mais cela ne signifie pas ou ne me donne pas le droit de me réclamer comme un expert sur ces sujets. Donc, les connaissances latérales, c'est quand on maîtrise les principes fondamentaux d'un sujet spécifique sans pour autant aller en profondeur dans les tenants et les aboutissants et les moindres ramifications de ces sujets-là. La deuxième catégorie, ce qui fait l'objet de notre épisode d'aujourd'hui, c'est les gens qui ont uniquement que des connaissances latérales. Uniquement latérales. Pourquoi? Vu qu'on vit dans un monde où l'accès aux informations n'a jamais été si facile, on est bombardé de gauche à droite par toutes sortes d'informations. Ce n'est pas parce que nous savons mémoriser, accumuler, collecter des informations que nous sommes en mesure, dans la vraie vie, de donner une réponse cohérente du début à la fin, argumentée pour en fait faire passer une opinion, un avis, une idée. Et ce n'est pas parce que vous connaissez de manière superficielle, dans l'apparence, vous maîtrisez et vous avez accès à plusieurs informations que vous avez le droit de vous réclamer d'expert. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'effet Dunning-Kruger. Vous allez voir les schémas sur l'écran. En fait, c'est une courbe qui matérialise tout simplement notre excès de confiance en soi quand on commence à apprendre un nouveau sujet. Au début, quand vous êtes intéressé par un sujet,
vous allez faire des recherches, vous allez sur Google, vous allez lire des livres. Et au début, vous avez en fait ce qu'on appelle une montagne de la stupidité ou ce qu'on appelle une auto-surévaluation. Quand vous commencez par exemple à pratiquer la boxe, même si vous connaissez pas grand-chose, mais vous avez cet excès de confiance en soi, vous vous dites que je peux battre tout le monde, je peux mettre KO tout le monde, alors que vous venez juste de démarrer. Donc la réalité est que au début, on se croit, on surestime notre connaissance, alors qu'en réalité, c'est pour ça que au début de la courbe du schéma que vous voyez là, on est dans une montée exponentielle. Et plus on apprend, plus on maîtrise, plus on affronte et on confronte nos idées avec la réalité, plus on a tendance à devenir humble et à reconnaître qu'on ne sait pas grand-chose et qu'il y a beaucoup de choses à apprendre. C'est pour ça que en bas, vous avez ce qu'on appelle la vallée de l'humilité. Là, on va baigner dans la vallée de l'humilité parce qu'au début, on était excité, on était en fait hâte, on avait hâte d'apprendre, on pensait être meilleur que tout le monde. Avec le temps, vous allez croiser un master dans son domaine qui va vous ébahir, qui va vous émerveiller et vous allez vous rendre compte que vous ne connaissez pas autant et que vous avez un long chemin à parcourir. Et là, on est dans l'humilité. On se rend compte qu'on ne connaît pas grand-chose. Et avec le temps, à force d'apprendre, à force d'approfondir, on va monter vers ce qu'on appelle une auto-évaluation réaliste. Là, on sait nos points d'ignorance, mais aussi on sait nos forces et nos faiblesses. Donc, je pense que la meilleure rétro-inspection, c'est de savoir reconnaître les points sur lesquels on est bon, nos forces, ce qu'on maîtrise pour de vrai, et nos faiblesses, ce qu'on ne maîtrise pas et sur lesquels il va falloir redoubler d'efforts. Et le plateau de consolidation dans la vraie vie, c'est de savoir faire le jaugage entre savoir reconnaître quand est-ce que j'ai une appréhension stupide et excessive de ma confiance sur un sujet spécifique et quand est-ce que je peux humblement dire que je maîtrise, même si je ne maîtrise pas tout, mais je maîtrise certains points et je suis aussi conscient des choses que je ne maîtrise pas. C'est ça ce qu'on appelle l'effet Dunning-Kruger. Pourquoi je vous parle de tout ça? Pour un éternel apprenti qui ne sait pas grand-chose, je me retrouve ces temps-ci tiraillé entre cette exposition excessive à de nombreuses informations, à une ribambelle d'informations, les réseaux sociaux, les médias, les livres, les conversations, les séminaires, le boulot, le travail. On est exposé à tellement d'informations que maintenant il est de plus en plus difficile de savoir qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui n'est pas vrai. Et je pense que chaque leçon et conseil simplement prodigué, la vie semble très déterminée à les rendre complexes et sophistiqués. L'une des raisons pour lesquelles j'ai créé ce podcast depuis le début, c'était pour apprendre à écouter davantage et à voir le mécanisme de réflexion des gens que j'estime, qui sont experts dans leur domaine, et de tirer des leçons et des expériences en les écoutant, en observant leur parcours et aussi en prenant leurs conseils, leurs astuces, leurs principes de vie. Sauf que plus le temps passe, plus je me rends compte qu'il est très, très facile de hacker le moment présent, mais il est très difficile de tromper la vie. Et que ce que j'entends par là, c'est qu'au fil du temps, j'ai vu beaucoup de personnes en pleine descente ou qui sont perdues ou qui ont accumulé beaucoup d'informations, gratifié des conseils à l'instant T, au moment présent, avec une telle assurance et conviction, on aurait dit que c'est des gens qui sont experts dans leur domaine ou qui ont des connaissances en I. Donc, avec tout ça, avec tout ce défi, tous ces dilemmes que j'ai actuellement dans ma vie où j'essaye de filtrer, de voir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai et de ne pas me réclamer comme expert dans aucun domaine. Je cherche juste à comprendre la vie. Et donc, j'ai décidé d'appliquer le principe de précaution, ce qui est logique. Il fallait filtrer et trouver des critères de sélection. En premier abord, dans mon coffre-fort
charnel, j'ai rangé tous les conseils qui m'inspirent et dont la pertinence n'est pas à remettre en cause parce que c'est des conseils qui m'ont servi dans la vie, qui m'ont aidé à grandir et à m'améliorer. Ensuite, j'ai décidé de mettre et de rendre la confusion son dû. Parce que je ne peux plus me permettre d'être confus à force de recevoir autant d'informations. Donc j'ai décidé de ridiculiser, voire minimiser tous les prétendus mots de sagesse qui me faisaient errer, voire vagabonder. Il était temps pour moi de rendre à César ce qui appartient à César. Faisons le décompte, chers auditeurs, chers spectateurs. Voyons si aujourd'hui, moi et vous, nous ensemble, on pourra faire une purge. L'objectif aujourd'hui, c'est que j'aimerais vous partager tous les mauvais conseils qui étaient formulés à mon égard et venant de bonnes intentions, mais ne comportaient aucune logique valable ni sur le court terme, moyen et long terme. Je les ai pris à cœur à l'époque sans la moindre réflexion, peut-être parce que j'étais perdu, peut-être parce que j'avais soif de connaissances et d'informations, peut-être en l'instant T, j'en avais besoin, mais la vie évolue, les circonstances évoluent, donc je les ai appliqués avec rigueur et j'ai souffert de leurs méfaits. J'aurais dû les scruter car ils m'ont causé plus de tort que de raison. Prenez cela, chers auditeurs, chers spectateurs, chers amis, comme une invitation de ma part. Il est temps de faire la purge. Faites l'inventaire de toutes les informations, de toutes les données, de tous les conseils, principes, astuces qui vous ont été prodigués. Faites l'inventaire et soulagez votre cerveau de toute confusion inutile. Alors, conseil numéro 1, ne sois pas humble. L'humilité pour moi est l'art de maîtriser son ego au point de ne pas soucier de ce que les autres pensent de vous. C'est la libération absolue, c'est l'atterrissage doux de manière intentionnelle et non imposée après une élévation magistrale. Conseiller quelqu'un à ne pas être humble, c'est comme demander à un avion de rester en altitude pour l'éternité. Et pourtant, on sait tous que on est conditionné par la loi de la gravité, par le principe de la gravité. Aucune force élévatrice ou motrice n'a su résister à ce principe, au principe de l'univers. Et comme vous savez aussi, aucun carburant ne brûle pour toujours. Donc, chers amis, l'humilité est un choix. La grandeur étant les systèmes hiérarchiques peuvent être falsifiés. Quelqu'un peut corrompre, peut falsifier, peut faufiler jusqu'à arriver au sommet. Même si je ne pense pas que tu peux rester au sommet éternellement en étant en fraude, parce que la vérité finira par se révéler. Mais on sait tous que la grandeur, c'est le pouvoir, le contrôle, la compétence c'est une catégorie, c'est un rang dans n'importe quel système hiérarchique. Cependant, ce rang peut être brusqué, peut-être dérobé, peut-être forcé, peut-être même imposé par le népotisme. Donc tout choix est conscient. Et c'est cette même conscience qui nous fait apprécier autant les petits gestes de considération et d'appréciation. Et je pense que fondamentalement, s'affaisser volontairement est un acte de grandeur. Comme disait mon cher ami Mohamed, élève-toi et on te rabaisse, rabaisse-toi et on t'élève. Car rien ne vous oblige en fait à s'affaisser volontairement. Donc donner de la place quand vous avez toute la force de l'accaparer montre votre maîtrise de soi. Alors, chers amis, soyons humbles. C'est la meilleure manière d'exister parmi les tangibles et les intangibles. Ce conseil, ne sois pas humble, ça a été donné par un ami qui est proche, un de mes meilleurs amis, et j'ai rien contre ça. Je pense qu'à l'époque, peut-être j'en avais besoin parce que j'étais quelqu'un qui n'aimait pas se mettre devant la scène, qui faisait beaucoup, mais préférait rester en fait derrière le projecteur. Et avec le temps, j'ai compris que quand il disait ne sois pas humble, moi je l'avais pris comme du genre ne cherche pas la grandeur, ne te montre pas trop haut, ne t'affaisse pas, montre-toi devant, assume tout, fais comme si en fait c'est toi l'acteur principal et l'orchestrateur de ce beau orchestre, de ce beau chapitre que tu es en train de d'écrire qui est la vie. Mais avec le temps, je compris qu'en fait, non seulement de nature je suis humble, mais en même temps, ces dernières années, j'ai appris
à prendre ça comme un choix conscient. Je décide consciemment de rester humble pour toutes les raisons que je viens d'énumérer. Donc faites attention. L'humilité, ça ne veut pas dire que vous avez un manque de confiance en soi, d'estime de soi. Ça veut dire que, pour moi, vous pouvez prendre de la grandeur et vous allez prendre de la grandeur en mettant les autres devant, mais aussi en se disant que même si j'ai toutes les raisons de m'accaparer de cette belle réussite, je peux faire en fait remercier, féliciter et me montrer comme quelqu'un qui a un esprit d'équipe et qui donne le mérite quand il faut à tout le monde au lieu de l'accaparer tout seul. Donc c'est important, faites attention. Conseil numéro 2, la vie sourit aux plus chanceux. Oui, ce fameux conseil, à l'époque je l'avais pris à cœur, quoi. Ça peut être un bon conseil, mais vous allez comprendre pourquoi aussi ça peut être un mauvais conseil qui pourrait freiner l'envol et le développement de certaines personnes. La chance, elle est glorifiée souvent et accusée parfois. Elle peut être interprétée à la fois par le fait de se retrouver au bon moment ou au bon endroit où tous les facteurs sont réunis pour vous donner exactement ce dont vous voulez. La probabilité de réalisation de cette cohabitation est à la fois rare et minime. Faut qu'on le dise. Le terme chance renvoie exactement à cet effet, cette cohabitation de toutes les forces divines au bon moment, au bon endroit, avec les bonnes personnes. En rétro, souhaitez-vous vivre votre vie à la quête de ce moment rare et qui sort complètement de votre contrôle? L'alternative semble plus pertinente et réaliste. Elle consiste à se préparer en amont, à réunir toutes les informations utiles pour que quand l'opportunité se présentera, non seulement vous allez performer, mais vous allez démontrer pourquoi vous méritez votre place plus que n'importe qui d'autre. Au lieu de dire la vie sourit aux plus chanceux, disons plutôt la vie sourit aux plus réalistes. Le réalisme gagne toujours contre l'idéalisme. Cela ne signifie pas que l'on doit arrêter de garder l'espoir d'un avenir meilleur et projeter nos rêves les plus fous. Au contraire, pour préparer un avenir meilleur, nous ne pouvons pas nous permettre de falsifier la réalité, le moment présent. Comme disent les scientifiques, les faits n'ont rien à foutre de vos sentiments. Les preuves sont des preuves et la vérité est la vérité, peu importe son origine. Parallèlement, la réalité ne se soucie pas de vos attentes futuristes ou de votre appréhension de la notion de la chance. L'une des raisons pour lesquelles j'aime le sport, et surtout les e-sports individuels, tels que la boxe, les arts martiaux, ainsi de suite, est qu'ils partagent tous un moment de vérité, un moment unique où la préparation, l'affût, la technique, l'attitude et l'aptitude déterminent le résultat final. Je n'ai jamais vu la chance sourire à un boxeur en mauvaise forme physique et mal préparé. En revanche, quand la préparation rencontre l'opportunité, la chance est au rendez-vous. Donc, la chance pour moi égale préparation plus opportunité, comme disait Ray Dalio dans son fameux livre Les Principes. Certains pourraient dire comment expliquez-vous le fait que les grands boxeurs tels que Mike Tyson, Muhammad Ali ont connu des défaites malgré leur préparation? L'échec fait partie du jeu. La vie, comme le jeu, a des principes. Vivre inclut la mort, jouer sous-entendre perdre. C'est celui qui ose essayer qui rencontrera l'échec. Jouer comme vivre demande du courage. La réussite renforce notre confiance et la confiance soutient la réussite. Par conséquent, préparez-vous, donnez-vous à fond. Cela boostera votre confiance et la réussite en suivra. La confiance n'aime pas dépendre de la chance, mais plutôt elle est orientée tâche et pratique. Conseil numéro 3, travaillez durement, bêtement et méchamment. Il y a un proverbe chinois que j'aime bien qui dit: celui qui quitte la maison avant le lever du soleil et ne retourne qu'après le coucher du soleil trouvera forcément de la réussite avant la fin de ses jours s'il a la chance de vivre longtemps. Certes, cette citation, ce proverbe, il est véridique, mais il est aussi
incomplet. Il sous-entend que le travail dur et acharné garantit la réussite dans la longévité. Cependant, la longévité n'est pas forcément synonyme de réussite, comme l'atteste le nombre significatif de personnes qui travaillent tous les jours pendant des décennies et qui sont loin de se sentir accomplies et réussies. Si le temps est une échelle de mesure qui nous permet d'apprécier le nombre d'activités de tâches réalisées en un intervalle précis sur cette échelle, la plus grande astuce, ce n'est pas d'organiser du temps, mais de s'organiser avec le temps. Il existe une grosse différence entre faire du temps et maximiser son temps. En d'autres termes, voyons le temps comme la seule route, le seul chemin navigable dans une région qu'on va nommer la planète. Allez, on va nommer ça la planète. Que tous les habitants doivent emprunter inévitablement. C'est le seul chemin, la seule route navigable. Le fait de l'emprunter tous les jours de la même manière d'un point A à un point B ne vous fait pas un voyageur unique, ne vous fait pas une personne extraordinaire. Vous êtes simplement un voyageur plus déterminé et acharné aux yeux de tout le monde. Certes, le mérite revient à celui qui explore, qui prend des risques, qui s'associe avec d'autres pour maîtriser les coins et les recoins afin d'utiliser cette information à sa faveur. Le premier travaille durement mais bêtement et méchamment. Le dernier travaille intelligemment, efficacement et efficacement. La productivité et la performance matérialisent en effet cet effet d'optimisation. Elle renvoie au nombre de tâches réalisées de manière efficace dans le temps imparti. Plus cet intervalle de temps est réduit, plus on est performant et productif. De manière simplifiée, le nombre d'heures réalisées par jour ou par semaine au boulot ne vous garantit pas la réussite ni l'atteinte du résultat escompté. C'est plutôt votre degré de concentration, de précision et d'efficacité pendant que vous êtes actif qui compte. C'est pas le temps d'effort, mais c'est le point d'effort. Le travail dur et acharné correspond parfaitement à la réalité d'un monde manuel et orienté vers la routine. Un monde où aucun raccourci est imaginable et aucune étape est évitable ni éjectable. Le chasseur ne pouvait pas optimiser son processus de chasse et le charbonnier était obligé de travailler non-stop et en continu pour chauffer les marmites et faire démarrer les terrains à charbon. De nos jours, le monde a connu un virage à 360 degrés. Le travail est maintenant plus basé sur la connaissance et l'interprétation des données relatives plutôt que sur le manuel, plutôt que sur l'aiguisement de nos couteaux ou l'affût de nos mains. Pas du tout. Ce n'est plus un jeu de puissance, c'est plutôt une affaire de précision et de vitesse. Au lieu de lancer des pierres sur l'arbre du temps dans l'espoir de récolter quelques fruits, prenons une pierre, affûtons-la bien et prenons une cible à la fois. La finalité n'est pas de récolter tous les fruits, bons ou mauvais, mais d'avoir dans notre panier que de bons fruits. Et ça, c'est une idée à contempler. Conseil numéro 4, c'est bien de souffrir. Oui, j'ai vraiment aussi pris ce conseil à cœur. Je pensais que plus tu travailles de manière acharnée et dure, plus tu souffres, plus tu récolteras les fruits de ta souffrance. En réalité, ce conseil n'est pas forcément vrai, n'est pas forcément un bon conseil dans la majeure partie du temps. La souffrance, selon moi, est une réponse biologique face à une douleur ressentie et justifiée. Il est tout à fait normal qu'un joueur qui vient de se fracturer la jambe ou une personne atteinte du cancer souffre de douleur. Ça, c'est normal. Cette souffrance, elle est justifiée et utile. En plus, c'est ce qui fait de nous des êtres humains. Malheureusement, toutes les souffrances ne sont pas physiques. Elles peuvent être émotionnelles. La fameuse citation de Descartes, je pense, donc je suis, est à la fois une bénédiction et une malédiction. Vous êtes d'accord? L'être humain, de par ses pensées, peut créer un monde imaginaire et irréaliste et passer tout son temps à justifier pourquoi il devrait être ce qu'il souhaiterait que les choses soient.
Par conséquent, avec le soulèvement populaire des différentes campagnes de sensibilisation par rapport à la santé mentale, l'écart qui existe entre notre perception de la réalité et nos attentes sur comment ce monde devrait être peut être une source de malheur et de frustration sans précédent. Cette souffrance émotionnelle et psychologique, même si elle peut être justifiée à travers les nombreuses histoires que nous nous racontons, reste quand même imposée et à la limite inutile. C'est bien de souffrir. Ce conseil qui m'a été donné par un mentor, je l'ai pris très au sérieux. Je pensais que plus tu souffrais, plus tu récoltais les fruits de ta souffrance et de ton travail. Sauf que dans la majeure partie des cas, ça peut ne pas être vrai. À chaque fois qu'il y avait un écart entre la situation actuelle et la situation souhaitée, ce qui veut dire presque tous les jours, parce que le monde, la vie est une quête perpétuelle. C'est rare de se trouver dans un état où on peut dire carrément que ma situation actuelle est égale à la situation souhaitée. Ça arrive rarement à ce moment-là. Donc, c'est presque tous les jours. À chaque fois qu'il y avait un écart entre ma situation actuelle et ma situation souhaitée, je ressentis un vide émotionnel, un sentiment d'imperfection et de perdant qui finissait souvent d'une manière ou d'une autre par une anxiété aiguë et par ricochet une souffrance émotionnelle justifiée avec le fameux conseil, c'est bien de souffrir. Je souffre, c'est bien de souffrir. Faut continuer. Je suis très proche du but. Continue mon gars, fonce. Cette manière de faire face à l'incertitude du futur n'était pas pérenne. Je ne pouvais pas continuer de souffrir éternellement et de dire, ok, ça fait mal, j'ai un écart entre la situation actuelle et ma situation souhaitée. Donc je fonce, je continue de souffrir, je vais y arriver. Tu ne peux pas souffrir éternellement. C'est pas un bon conseil de se dire que plus je souffre, plus je dois justifier ma souffrance et plus je suis proche du but. Cette manière de faire face à la vie et à l'incertitude du futur n'était pas pérenne ni efficace pour ma santé mentale. Avec le temps, j'ai compris que ma souffrance était inutile parce qu'il existera toujours un écart entre ce que je suis actuellement et ce que j'aimerais devenir. Ainsi est-elle faite la vie. La vie est faite ainsi. Et si vous voulez avoir plus de détails sur la gestion émotionnelle, regardez la vidéo en bas que j'ai faite il y a quelques semaines sur le triangle des émotions et sur les différentes catégories de sentiments et d'émotions. Alors, c'est dans la quête, c'est dans la difficulté, c'est dans la galère que nous nous forgeons. Certes, le processus est inévitable et le résultat final n'est pas garanti. La propension de nous inquiéter et de créer des histoires irréelles, inimaginables dans nos têtes ne fait que compliquer davantage le processus. Ça le rend beaucoup plus complexe et surtout déplaisant. Alors, j'ai décidé de faire confiance au processus de la vie, de vivre, d'affronter les tempêtes et les vicissitudes avec courage, me mettre intentionnellement dans des situations difficiles, contrôler le contrôlable, savoir laisser aller, laisser libre arbitre à l'incontrôlable. Peu importe le résultat final, que je réussisse ou pas, j'en sortirai meilleur que j'étais. Donc, j'ai changé de perspective. De toute façon, le résultat n'est pas garanti, mais la galère, oui, elle est garantie. On va tous souffrir. Donc, au lieu de dire que je vais souffrir, je vais chercher la souffrance constamment, profitez du voyage, prenez plaisir du parcours. Vous allez souffrir de temps en temps, mais ne prenez pas cette souffrance pour justifier en fait votre misérable état de santé mentale. Ça vous amène nulle part. Alors, sur ce fameux conseil, c'est bien de souffrir, je dirais tout simplement, c'est bien de ressentir de la douleur émotionnelle, physique, ça fait partie de l'expérience de la vie. Vous ne pouvez pas être vivant et se dédouaner de certaines épreuves et de certaines expériences de la vie. Ça fait partie de l'expérience humaine. Je dirais, c'est bien de souffrir utilement. Cependant, ne souffrez jamais inutilement ou ne souffrez plus qu'il est nécessaire de souffrir. Je pense que parfois, certaines personnes, moi y compris avant à l'époque, j'avais l'habitude de chercher de la douleur pour justifier en fait mon état de santé mentale. Parce que je me disais, ok, je vais aller à fond à l'entraînement jusqu'à même me blesser. Et cette blessure me donnait une douleur physique. Et cette douleur physique justifiait en fait, dans mon esprit, dans mon cerveau, ça a justifié que j'ai bien bossé, je me suis donné à fond et j'ai souffert. Donc ça veut dire que si je continue comme ça, je vais finir par avoir un corps de rêve, par gagner toutes les compétitions. Sauf que c'est bête comme manière de voir le monde en fait. Par exemple, si vous faites du JGB,
Mieux vaut taper que de laisser quelqu'un, en fait, éclater votre main ou casser une jambe. C'est pas grave, je vais taper. Au moins, je serai en bonne santé. Je pourrai affûter ma stratégie, revenir et peut-être je gagnerai le prochain combat, c'est la vie. Mais pour des histoires d'ego ou de justification, je veux pas, en fait, aller jusqu'à qu'on m'éclate une jambe parce que je refuse de taper, parce que j'aime souffrir. C'est bête. Donc, c'est bien de souffrir utilement ou bien ne souffrez pas plus qu'il est nécessaire de souffrir. Ou bien ne souffrez pas du tout inutilement. Conseil numéro 5, choisis une personne que tu pourras contrôler. Je me rappelle bien, à l'époque, j'avais 22 ans et je sortais avec quelqu'un, c'était ma première copine. Je pense qu'elle saura se reconnaître si jamais elle regarde cet épisode. Et elle était un peu compliquée quand même. Désolé, hein. Désolé. Elle était un peu compliquée et du coup, c'était un peu difficile et tout. Et je suis allé en fait en parler avec un ami à moi qui était un mentor aussi, je lui disais. Je lui ai expliqué la situation et tout et il m'a regardé droit dans les yeux, il m'a dit, choisis une personne que tu pourras contrôler. J'ai tendance à m'intéresser aux femmes qui ont un fort caractère, qui sont indépendantes et à la limite des féministes entre guillemets quoi, je sais pas moi. Peut-être je suis attiré par des choses compliquées, je sais pas. Mais bon, bref. Et du coup, c'est un conseil qui m'a été donné, quoi. Et ça m'a vraiment ri à l'époque parce que je me rappelle bien, euh, récemment, je regardais les stand-up, le grand comédien, euh, le grand comédien Kevin Hart, l'américain. Je regardais son stand-up Laugh at My Pain, qui signifie sourire à ma douleur, dans lequel en fait il partageait avec le monde entier à travers de vraies histoires drôles de vie. Il partageait le niveau de stupidité et d'insouciance de son père, qui lui disait pas de règles dans cette maison, fais comme tu veux. Et Kevin Hart, il disait, parce que ses parents étaient divorcés et tout, qu'il lui a fallu 3 heures chez son père pour comprendre pourquoi sa mère, en fait, l'a divorcé, parce que il s'est rendu compte que je préfère vivre dans une maison avec des règles que de vivre dans une maison où j'ai le droit de faire tout ce que je veux, quoi. Donc, il est vite retourné chez sa maman. Au Sénégal, et je pense que la culture africaine de manière générale, vu qu'on vit en communauté, en famille, on est tout le temps en fait en communion et qu'on laisse nos portes souvent ouvertes. On a tendance d'habitude de s'immiscer dans la vie des autres, dans la vie de l'autrui. Certains même, je dirais, siègent leur palais royal dans la vie personnelle de l'autrui. Et ce qui est ironique et marrant, c'est que parfois, les gens, ils aiment prodiguer des conseils sur la phase suivante de leur vie. Tu verras des célibataires prodiguer des conseils de mariage, tu verras des mariés sans enfants donner des conseils de parenting. Résultat, tout le monde se croit expert dans ses délires et dans ses illusions. J'ai appris à ne pas prendre la vie très au sérieux. J'avoue que observer avec humour ces interactions est aussi thérapeutique qu'une séance de comédie. Comme disait, je pense, à Mark Twain qui disait que la vie est une comédie pour les gens qui réfléchissent et une tragédie pour les gens qui ressentent. Revenons à notre fameux conseil. Je vois la vie sous 2 angles. Il y en a ce qu'on appelle les opportunistes et il y en a ce qu'on appelle les puristes. Les premiers ont tendance à rendre toutes choses possessives à leur faveur et les derniers aiment rendre les choses meilleures pour le bien-être de tous. Autrement dit, il y en a qui aiment compresser et il y en a qui aiment expandre. La compression et l'expansion. Posséder, contrôler ou comprimer sous-entend qu'il y a un vide ou un écart à satisfaire. Vous donnez à l'autre ce qui lui manque pour avoir de l'influence et de contrôle sur lui. En effet, j'ai vu l'autre jour, je pense, un tweet d'une féministe, au moins une femme qui se réclame féministe, qui disait aux hommes, début de la citation, la majeure partie d'entre vous ont des femmes parce que ces dernières n'ont pas eu la chance d'étudier, de mûrir et de choisir leur propre vie. Ce sont vos femmes parce qu'elles ont besoin de vous pour satisfaire leurs besoins physiologiques et vous êtes avec elles pour satisfaire vos désirs sexuels. La plupart des mariages sont fondés sur une transaction malsaine. Fin de la citation. C'est vrai que la pilule est amère à avaler, j'avoue, mais elle n'a pas tort. Elle n'a pas du tout tort.
avec tout ce qui se passe, que ce soit les incels qui blâment les femmes bosseuses et indépendantes d'être très sélectives ou la culture red pill qui stipule que les femmes sont privilégiées par le monde actuel et que le patriarcat est blâmé et considéré comme un prédateur, la cause principale résulte sur le fait que certains hommes se sentent menacés et marginalisés par l'évolution progressive et progressiste des femmes et leurs causes féministes. Loin de moi de choisir un camp ou de défendre l'un ou l'autre. Au contraire, on est appelé à coexister en tant qu'homme et en tant que femme, autant que le bon Dieu le voudra. Donc autant chercher des terrains d'entente, des valeurs qui nous unissent et des principes qui nous permettent de progresser et d'outrepasser nos divergences. Et je pense que cela passe par l'interdépendance honnête et loyale et non pas par le contrôle ou de la manipulation. Je ne veux pas avoir du contrôle sur ma future femme parce que je suppose qu'elle sera assez intelligente pour prendre ses propres décisions et tracer le chemin de sa vie. Et je suis sûr qu'elle n'attendra pas moins de ma part. Le mariage doit être un acte d'unisson et de complémentarité et non un acte de suprématie et de contrôle. Donc, chers amis, choisis plutôt la personne qui est à la fois une bonne amie, une bonne partenaire que de choisir une personne à contrôler. Chers amis, la liste des bêtisiers est loin d'être exhaustive et exclusive. Je préfère vous prémunir des autres pires conseils que j'ai reçus à travers les années. Ils sont si flagrants que vous n'avez pas besoin qu'on vous les décortique. Je pense que le faux et l'insensé sonnent faux aux oreilles. Et si j'ai choisi ces 5 mauvais conseils particulièrement, c'est parce que c'est des conseils nuancés et aromatisés qui peuvent vous servir dans certaines situations, mais comme aussi qui peuvent aussi vous desservir dans pas mal de situations. Donc, il faut savoir filtrer par rapport à votre situation actuelle, par rapport à votre phase dans laquelle vous êtes dans votre vie, parce que un conseil n'est pas une vérité absolue. Les gens, en fait, sont dans des phases différentes de leur vie. Il faut savoir approprier, comprendre et appréhender certains principes, des astuces, des conseils qu'on vous donne par rapport à l'état actuel de votre vie et de voir qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui n'est vrai, est-ce que c'est applicable pour vous ou pas, au lieu de généraliser. Donc, je suis très reconnaissant envers toutes les personnes qui m'ont donné ces conseils à l'époque. Peut-être j'en avais besoin, mais avec le temps, j'ai appris à développer de nouvelles perspectives, de nouvelles manières de voir les choses par rapport à ces conseils-là. Et j'aimerais que vous fassiez pareil de votre côté. Parce que je pense que c'est quand le message est nuancé et aromatisé que ça devient plus difficile d'avoir un esprit de discernement. Pour cet effet, l'une de mes techniques préférées pour filtrer les conseils, les avis et les opinions des uns et des autres est de focaliser en premier lieu sur les raisons et leurs incohérences par rapport à la situation actuelle avant de se pencher en second lieu sur les situations ou expériences de vie qui peuvent les rendre cohérents et pertinents. Je pense que d'habitude, il est plus facile de reconnaître le mal. Le bien est souvent disputé. Nous déplorons tous sans hésitation tout acte terroriste car il est foncièrement mauvais. Pourtant, nous laissons libre cours aux différentes idéologies et doctrines qui servent de cause justifiables. En guise d'exemple, une seule cause suffit pour diaboliser le terrorisme. Plusieurs causes sont nécessaires et inévitables pour faire comprendre à un sceptique que l'islam est une religion pacifique. Bref, la morale à retirer de tout cet épisode, de toute cette vidéo est simple. Beaucoup d'entre nous n'ont aucune idée de ce que nous disons, de ce que nous faisons. Nous avons l'habitude de prodiguer des conseils pour se dédouaner, pour se montrer utile, sans prêter attention à leur portée, ni aux détails, ni à leur impact. Et je pense que tout conseil nécessite une bonne inspection de votre part avant de passer à l'acte, car il peut refléter l'écart qui existe entre la personne et ses rêves. Parfois, on a l'habitude de projeter ce qu'on aimerait avoir sur les autres, ce qu'on aimerait connaître, ce qu'on aimerait vivre sur les autres. Conseiller ne signifie pas inciter l'autre à voir le monde sous votre grille de lecture. Au contraire, conseiller repose sur le principe du miroir rétroviseur. Étant sur votre chemin et dans la quête de vos objectifs personnels, un bon conseil doit être comme un rétroviseur
qui réfléchit, qui prévient et donne de nouvelles perspectives sur le moment présent, sur le passé et tout ce qu'il englobe en termes d'expérience et de vécu pour aider à naviguer sur le chemin de l'avenir sous vos propres termes et sous votre propre appréhension des choses. Comme disait Kevin Coman, un bon conseil est une botte secrète, mais un mauvais conseil est une assiette jetable utilisée comme bouclier. Donc, chers amis, faisons en sorte de ne pas donner des assiettes jetables comme bouclier parce que, qui sait, peut-être notre vie en dépend. Merci beaucoup. C'était le Cercle d'Influence Podcast avec Habib Sall. Ici, on s'inspire à inspirer avant d'expirer. C'était le Cercle d'Influence Podcast avec Habib Sall. Ici, on s'inspire à inspirer avant d'expirer. Comme je dis d'habitude, je suis loin d'être un gourou, un expert. Je suis juste un éternel apprenti qui ne sait pas grand-chose. Et tout ce que je sais, c'est plus basé sur ma capacité à gérer mon ignorance, à poser les bonnes questions qu'autre chose. Donc, ne prenez pas tout ce que je vous dis pour acquis. Réfléchissez de votre côté. Faites attention. Prenez les conseils par rapport à la réalité actuelle de votre vie et de ce que vous aimeriez accomplir dans l'avenir. Filtrez. On est bombardé de gauche à droite par toutes sortes d'informations, par toutes sortes de données, par toutes sortes d'événements. Cependant, cela ne devrait pas être une excuse pour croire en tout, pour croire à tout, pour faire confiance à tout le monde. C'est super important. Bref, à la prochaine. En attendant, soyez unique, soyez légendaire. Peace and love. We out.